Je suis ravi de pouvoir intervenir auprès de vous. Effectivement, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui sont pas de Game Only qui participent à cette formation. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que Game Only a un super impact sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est génial pour Game Only. L'objectif de cette... Alors moi, je m'appelle Sofiane Colli, je suis des cabinets Ogo Avocat. Notre dada chez Ogo, on en a deux. C'est l'hyper-expertise dans tous les métiers de la paye en particulier et de ce qui est accessoire, donc forcément le droit social, le droit du travail. Et puis l'accessibilité, c'est-à-dire faire en sorte que quand je vous parle pas chinois ou une autre langue que vous ne comprenez pas, je vous parle le même langage et on essaye de se mettre voilà, justement au niveau et on essaie d'être opérationnel. Bon, ça c'est balayé. On va se concentrer sur le sujet principal, qui est celui de l'embauche d'un travailleur étranger ou d'une travailleuse étrangère, peu importe. L'idée, c'est essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, avoir les bons réflexes. D'ailleurs, j'ai fait Théo, je pense que tu les diffuseras. Je sais pas comment est-ce que vous voulez faire, mais c'est surtout pour Game Only pour le coup. Pour les autres, je sais pas. Mais j'ai fait 2 infographies qui résument en fait ce qu'on va se dire aujourd'hui sur l'embauche du travailleur étranger et qui seront accessibles. L'idée étant, encore une fois, d'essayer de balayer un peu de manière globale. Je ne pourrais pas rentrer forcément dans les détails. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions que vous vous posez sur l'embauche du travailleur étranger. J'essayerai bien sûr d'y répondre. Quand on parle d'embauche de travailleurs étrangers, on va parler de plusieurs choses pour qu'on ait des bons réflexes. Les salariés concernés, bien sûr, de qui est-ce qu'on parle. Le travailleur étranger qui est déjà présent en France, avec une procédure un peu particulière. La demande d'introduction, où là, c'est l'employeur qui va aller demander une autorisation de travail. On va voir qu'il y a une certaine formalisation qui, pour mon plus grand bonheur et celui de tout le monde, a été simplifiée. Alors, du coup, il y a une petite inconnue, il y a un facteur X parce qu'on n'a pas encore pu le faire. La formalisation de l'embauche, ça, je reviens quand même sur les grands réflexes parce que bon, je m'adresse à Game Only, donc dans le secteur des jeux vidéo, ça me semblait important de rappeler un peu comment formaliser l'embauche et les risques quand on ne fait pas bien les choses et ce que ça coûte. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait cette formation? C'est justement eu égard à ces risques. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Encore une fois, je ne sais pas tout. Je ne suis pas un dictionnaire ouvert. J'essaie de répondre aux questions du mieux que je peux, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout que je ne connais pas mes interlocuteurs et interlocutrices. Je ne sais pas quel est votre background, donc ce n'est pas forcément super simple. Théo, comment est-ce que ça va se passer pour les infographies, pardon? C'est ça. Ok. Ok, ça marche très bien. Alors d'abord, qui sont les salariés concernés par notre sujet du jour, à savoir les travailleurs étrangers. Je ne parle pas de détachement, je ne parle pas d'expatriation. On n'est pas du tout dans ce sujet-là, qui est un sujet complexe, parce que quand on parle de détachement, d'expatriation, on va se poser plein de questions, de savoir effectivement qui va être où, etc. Quelle est la législation qui va s'appliquer en droit de la législation de sécurité sociale, etc. Là, on n'est vraiment pas sur ce sujet-là. On est vraiment sur le salarié, la personne étrangère qui vient travailler en France, d'accord, et qui va en fait justement devoir justifier un certain nombre de choses pour pouvoir travailler en France. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a une régulation de l'immigration professionnelle, puisqu'effectivement, pas que professionnelle, hein, l'immigration est assez complexe en France depuis toujours et comme partout ailleurs. Mais il y a déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'immigration professionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, cette immigration professionnelle, elle fait l'objet d'un encadrement. Et comment ça se passe? Eh ben, en fait, j'ai 2 réflexes que je dois avoir quand je suis employeur. C'est que un travailleur étranger, il doit toujours justifier de 2 choses, de 2 documents. 2 documents que je vais devoir aller analyser, vérifier, checker, etc. dans certaines considérations. Ça va être un titre de séjour. Ce titre de séjour, c'est quoi? Ce titre de séjour, ça va dépendre justement et on les rebalayera parce que j'ai mes dents anti-sèches, hein, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Mais il y a différents types
carte de séjour, on a par exemple la carte de résident, la carte de séjour pluriannuelle, passeport talent, etc. Ce sont des titres qui sont accordés à certaines populations d'étrangers. Hein. C'est très discriminant, hein, le droit de l'immigration professionnelle, parce que justement, on va essayer d'attirer finalement des gens en fonction d'un certain nombre de considérations, rapprochement familial, attirer des jeunes, des chercheurs, des machins, etc. Donc, on a effectivement à chaque fois un objet bien défini pour un titre de séjour bien défini. OK ? Et vous verrez, il y a des exemples, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien ce qu'il en est. Et une autorisation de travail. Une autorisation de travail, alors je sais pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro derrière, s'il peut le couper, parce que du coup, je m'entends en train de parler, c'est pas simple. Une autorisation de travail. L'autorisation de travail, c'est quoi concrètement? C'est que vous pouvez venir en France. La France accueille bien sûr les gens pour qu'ils viennent travailler en France. Ce n'est pas une difficulté. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait? On le fait sous certaines réserves, et notamment sous la réserve d'une autorisation de travail. Pourquoi? Pas parce qu'on n'aime pas les étrangers, pas parce qu'on veut absolument tout contrôler, etc. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'idée majeure, c'est de dire on ne veut pas que les gens soient embauchés n'importe comment. On a un droit du travail en France qui est protecteur. On a une législation de la sécurité sociale qui est protectrice, puisqu'effectivement, on cotise pour ça. Tout à chacun, vous savez comment fonctionne le système de sécurité sociale français. Hein. Le système de sécurité sociale français, il est assez unique au monde et il est assez exceptionnel. Il date de 1945 et c'est un système qui est très bien parce que, en fait, toute personne finalement en France qui a une activité, que vous soyez salarié, que vous soyez patron, etc., de toute façon, vous allez cotiser. Vous allez cotiser pour couvrir les risques finalement de la vie, qui sont, parce que c'est comme ça qu'on pense les choses. Et les risques, c'est quoi? C'est la maladie, l'accident, le décès, la retraite, etc. Ça, c'est le système de sécurité sociale français. Pour le préserver, on va avoir un certain nombre de choses, et notamment cette autorisation de travail. L'autorisation de travail, on va vérifier un certain nombre de choses. Vous verrez qu'aussi, il y a des questions de préserver l'emploi en France, hein, de préserver la priorité aux Français parce qu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi. Ça, ce sont des choix de politique nationale, mais qui, du coup, ressurgissent au stade de nous, embauche travailleurs d'étrangers, et aussi pour des questions de sécurité sociale et essayer de finalement s'assurer que notre modèle économique et social français soit respecté par les employeurs en France via ce genre de contrôle, titre de séjour et autorisation de travail. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est de se dire, on demande de la paperasse, effectivement, il y a de la paperasse, il y a de la documentation, et cette documentation, cette paperasse, elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas là pour finalement nous empêcher de recruter des gens, elle est là parce qu'on a un modèle économique et social, et que ce modèle économique et social, notre objectif, l'objectif de la France, sans considération politique, parce que je ne suis pas là pour faire de la politique, l'idée, c'est effectivement préserver finalement ce modèle économique et social. D'où effectivement ces documents qu'on va aller récolter, même si ça peut paraître étrange, quand on recrute, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'étapes à respecter, on voit qu'il y a plein de choses à checker. Oui, mais c'est normal, il y a un modèle économique et social à respecter, et il y a un favoritisme sur finalement le marché de l'emploi français, pour finalement essayer de faire en sorte que les gens qui soient déjà en France, s'ils peuvent trouver du boulot, on va essayer de leur en trouver. Même si on sait que sur un certain nombre de secteurs, notamment celui des jeux vidéo, c'est pas toujours facile de recruter des Français. Parce qu'effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, elle est bien présente, j'en ai bien conscience. C'est pas le cas n'est pas unique. Hein. Il n'y a pas que Game Only, il n'y a pas que effectivement le secteur des jeux vidéo qui est concerné. Hein. Le secteur de l'industrie est un secteur qui est durement touché par la pénurie de main-d'œuvre parce que pour des raisons X ou Y, c'est compliqué de former les gens sur des secteurs comme ceux-ci. On préfère orienter les gens vers des orientations généralistes, etc. Alors qu'effectivement, on a des secteurs très précis avec finalement des enjeux économiques forts pour la France. En l'occurrence, le secteur des jeux vidéo est un secteur qui est un secteur très important, notamment dans la région Rhône-Alpes, hein, qui recrute à tour de bras. Donc voilà sur les principes globaux qu'il faut comprendre. Donc je vous ai dit, on ne parle pas de détachement, on ne parle pas d'expatriation, pardon. On parle bien de la personne qui est étrangère. Donc par nature, un étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité française. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça fait toujours du bien. Et qu'on va vouloir embaucher en France
pour une raison qui est simple, c'est que généralement, on ne trouve pas de candidat idoine en France et donc on va aller chercher la bonne personne à l'étranger où on va recruter déjà quelqu'un qui est en France mais qui n'a pas forcément la nationalité en France, mais qui est la nationalité française, pardon, mais qui est déjà en France. Alors, je le dis aussi, qui n'est pas concerné? Alors, je l'ai mis en rouge parce qu'effectivement, ça me paraissait important de le préciser. Ne sont pas concernés les gens qui font partie de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Ça englobe les pays que j'ai visés de manière limitative, hein, la Pologne, le Portugal, Monaco, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, l'Irlande, etc., qui sont effectivement partie à l'accord de l'Union européenne. Et vous savez que l'un des fondements même de l'Union européenne, c'est quand même la libre circulation. La libre circulation, oui, des marchandises, mais aussi des personnes. Il y a deux libertés fondamentales assez importantes dans l'Union européenne. C'est le libre-échange, hein, la liberté de circulation des marchandises, etc. On peut faire du business n'importe où dans des conditions simplifiées. Finalement, je peux aller en Allemagne, aller vendre mes prestations facilement. De la même manière, je peux avoir effectivement des ressortissants allemands qui viennent bosser en France sans qu'il n'y ait besoin de passer par toute cette papasserie. Parce que l'idée de l'Union européenne, c'est cette idée-là, justement, de brassage des peuples et donc d'union, avec donc une facilitation finalement de la circulation dans l'espace de l'Union européenne. Alors du coup, je fais une petite parenthèse parce que je pense que ça vaut quand même son pesant d'or. Par rapport à nos amis britanniques. Je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix petit à petit. Je pense qu'à la fin de ma présentation, j'aurai plus de voix, mais ça, c'est pas grave. Tant que je tiens, c'est bon. Alors, vous savez que l'Union européenne a perdu quand même l'un de ses membres phares, puisque nos amis du Royaume-Uni ont décidé de partir de l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup de questions qui se sont posées et qui peuvent se poser encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bien de faire une petite parenthèse, même si je ne l'avais pas prévu, mais j'y ai pensé finalement avant de faire cette présentation. À savoir, que fait-on des ressortissants de Royaume-Uni? Et vous avez vu d'ailleurs qu'ils n'étaient pas normalement, si je ne me suis pas planté, ils ne sont pas dans ma liste. Auquel cas, sinon, je les supprimerai parce qu'en fait, il y a une petite particularité. Le retrait du Royaume-Uni, il est effectif depuis février 2020. Ça commence quand même à dater. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a eu énormément de tractations et de négociations. Il y a eu un accord global qui a été signé avec le Royaume-Uni pour anticiper finalement, pour analyser les conséquences de cette sortie, puisque le Royaume-Uni étant intégré, effectivement, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait régler, et notamment en question pratique, qu'est-ce qu'on fait des ressortissants de l'Union européenne? Est-ce qu'ils restent ou pas dans la communauté de l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler ou pas de manière simplifiée, etc. Donc, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Je vais boire un coup parce que sinon, je vais vraiment perdre ma voix maintenant. Et excusez-moi, c'est pas très correct, mais c'est comme ça. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'on a une période de transition qui va s'appliquer et qui prévoit une protection en faveur des ressortissants britanniques et bien sûr des membres de la famille lorsqu'ils ont exercé leur droit de libre circulation avant la fin de la période de transition. D'accord. À partir du 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui résident en France avant le 1er janvier 2021 vont avoir finalement un droit au séjour et un droit d'accès au travail maintenu en application justement de cet accord de retrait. D'accord. Il y a vraiment un accord de retrait qui a été signé, qui va définir les catégories de bénéficiaires et comment est-ce que ça fonctionne. Tout ceci avec quand même une durée limitée, parce que selon en fait l'ancienneté de résidence régulière en France des Britanniques que nous accueillons depuis des années, parce qu'il y a beaucoup de Britanniques en France, les personnes vont bénéficier d'un droit de séjour et vont se voir justement délivrer un titre de séjour de 5 ans ou 10 ans. D'accord. Avec une petite particularité pour les travailleurs transfrontaliers. Donc, l'idée, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour les Britanniques, il y a un accord spécifique qui a été signé qui accorde finalement un titre de séjour
à nos amis britanniques avec aussi un droit de travailler, etc. Mais tout ceci va pas perdurer dans le temps, puisque vous avez compris qu'effectivement, ce sera après, dans le cadre des accords, soit d'un accord global de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, soit dans un accord plutôt bilatéral entre la France et le Royaume-Uni. Il y aura peut-être des choses particulières. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur un type de séjour un peu particulier. Et donc, ça, il faut être un peu vigilant parce que vous aurez peut-être effectivement des ressortissants britanniques dans votre portefeuille à gérer et ce ne sera pas forcément simple. Donc, je reviens à ma présentation. Hop. Donc, je la remets. Parce que du coup, je l'ai enlevé. Je n'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Ah si, c'est bon, vous avez toujours vous voyez toujours le diaporama? Non, si ça arrive. Ah non, si c'est bon, voilà. Il faut que je le remette en fait, c'est ça. Voilà. Donc vous avez compris qu'effectivement, on est au Royaume-Uni, on a un cas particulier. Donc là, quand on parle finalement de travailleurs étrangers, moi je vous parle de gens que vous voulez recruter en France, donc d'un Canadien, d'un États-Unien, d'un Marocain, d'un Algérien, bref, peu importe, mais toute personne qui n'est pas de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc là, je vous ai fait la liste, mais de toute façon, la liste, elle est facilement trouvable sur Internet. Il y a aussi des cas un peu particuliers. Outre effectivement les ressortissants de l'espace économique européen et de la Suisse, certains étrangers n'ont pas besoin d'une autorisation de travail. Ce sont les étudiants admis à un séjour dans un autre État membre de l'Union européenne qui séjournent en France, après notification de leur mobilité aux autorités administratives compétentes pour effectuer une partie de leurs études et exercer une activité professionnelle à titre accessoire. Elle est limitée à 964 heures par an, donc effectivement c'est un temps partiel. Et le chercheur admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et séjournant en France, pareil, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes pour mener une partie de ses travaux de recherche et, le cas échéant, dispenser un enseignement. Donc, pourquoi ? Là, vous avez compris, c'est de l'immigration choisie, hein, l'étudiant et le chercheur. C'est l'étudiant et le chercheur qui est admis finalement dans un autre pays, mais qui va poursuivre finalement ses recherches ou ses études en France. Et on va pas lui prendre la tête avec une autorisation de travail parce qu'on veut faciliter finalement son travail ou ses études, parce qu'on se dit qu'il va peut-être s'installer en France et donc il va nous permettre de bénéficier. Il va servir les intérêts de la France. Puis en plus, par ailleurs, il est dans le cadre de l'Union européenne puisqu'il a été admis par un autre pays de l'Union européenne. Donc, normalement, tout se passe bien. Effectivement, s'il a été admis par un autre pays de l'Union européenne, c'est qu'effectivement, il répond à certaines conditions. Bon, voilà un peu la réalité, on va dire, globale qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va distinguer deux situations. Le salarié le travailleur qui est déjà présent en France, d'accord, et le travailleur pour lequel moi, employeur, je vais devoir être proactif et je vais devoir en fait aller justement solliciter une autorisation de travail. La bonne nouvelle dans cette autorisation de travail, comme je l'ai dit, c'est que les choses se sont simplifiées. Théo, est-ce qu'il y a des questions là à ce stade-là ? Ça marche, c'est parce qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, c'est pour ça. Le travailleur étranger déjà présent en France. Les documents que nous devons vérifier en tant qu'employeur, on a deux documents à vérifier pour vérifier finalement leur validité, le titre de séjour et l'autorisation de travail. Parce qu'effectivement, le travailleur, on peut avoir quelqu'un qui a déjà une autorisation de travail, c'est pas impossible, mais il faut aller effectivement la vérifier. Alors, le titre de séjour. Pour travailler en France, la personne déjà installée en France doit disposer d'un titre de séjour qui peut être un visa, une carte de séjour, une autorisation provisoire de travail. D'accord ? Vous êtes, en tant qu'employeur, toujours tenu de vérifier la nationalité de la personne que vous recrutez. Et d'ailleurs, si vous omettez volontairement de vérifier la nationalité du travailleur que vous recrutez, vous êtes finalement en infraction avec un travail illégal, puisque vous êtes en embauche d'un travailleur sans titre de travail. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Les principaux documents qui constituent les cartes de séjour, alors il y en a plein des cartes de séjour. Vous avez la carte de séjour résident, qui est délivrée pour une durée de 10 ans, qui permet d'ailleurs de faire des activités salariées, on verra. La carte de séjour pluriannuelle, passeport talent,
la carte de séjour temporaire stagiaire ICT, la carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier. Les cartes de séjour, vous en avez vraiment dans tous les sens. La carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise. La carte de séjour, vie privée et familiale. Voilà, travailleur temporaire. Donc, des cartes de séjour, il y en a plein. Il y en a plein. Elles sont, comme je vous l'ai dit, en plus, elles répondent à des exigences particulières. Bon, moi, mon obligation, c'est d'aller regarder cette carte de séjour. OK ? Voir effectivement de quoi il s'agit et d'aller voir un peu ces petites mentions. Et ma deuxième obligation, c'est d'aller vérifier, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autorisation de travail. En fait, il faut toujours aller vérifier l'autorisation de travail, sachant, et ça je pense que je l'ai mis, voilà, sachant que certaines cartes de séjour valent l'autorisation de travail, on verra tout à l'heure. Donc, il faut aller vérifier l'autorisation de travail. Ça veut dire quoi vérifier l'autorisation de travail, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que, en fait, c'est une obligation très formelle, c'est-à-dire qu'au moins 2 jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche, je dois adresser à la préfecture du département du lieu d'embauche une demande de vérification, sachant que ça peut se faire par LRR ou par courrier électronique accompagné d'une copie du titre présenté par l'étranger. Alors ça, c'est assez simple. Les démarches sont à faire soit par LRR, soit par courrier électronique. Les courriers électroniques, vous les trouvez sur Internet. Par exemple, si je pense que si je tape, je devrais le trouver en 2 secondes. Je vais voir ça. Vérifier. Vérification de travail, préfecture, du Rhône, je devrais trouver, je pense. Hop, ça charge. Hein. Vous me permettez. Tac. Voilà. Il y a une adresse mail pour le Rhône. Ça va être pref-employeur-étranger au pluriel @rhône.gouv.fr. Donc, votre obligation formelle, elle est là. Elle est d'aller regarder. Donc, soit vous envoyez par LRR, soit vous avez envie d'économiser des coûts. Et dans ce cas-là, vous envoyez par courrier électronique. Que se passe-t-il si la préfecture ne vous répond pas? En fait, on s'en fiche parce qu'effectivement, la préfecture, normalement, formellement parlant, textuellement parlant, dans le code, dans les textes, il est marqué qu'effectivement, la préfecture, elle doit vous notifier sa réponse dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de sa demande. Bon, ça m'est jamais arrivé pour l'instant, parce qu'effectivement, la préfecture est débordée, donc c'est assez rare qu'il soit en possibilité de vous répondre dans un délai de 2 jours ouvrables. Mais c'est pas grave, parce que l'absence de réponse de la préfecture dans ce délai, ça vaut quand même accomplissement de la vérification par l'employeur. Donc voilà, vous, votre obligation, c'est de dire, voilà, j'ai vérifié qu'il y avait un titre de séjour, j'en ai fait une photocopie, je l'ai classé au dossier du personnel, et puis j'ai effectivement regardé et vérifié l'autorisation de séjour, l'autorisation de travail, puisque j'ai fait un mail à la préfecture et regardez, je suis capable de, par exemple, si l'inspection du travail du contrôle, je suis capable de vous démontrer par A plus B que j'ai bien fait mon obligation. D'accord? Alors, c'est pas que formel parce que ce serait un peu trop facile. Il y a quand même 2-3 vérifications à faire en plus puisque effectivement il faut aller vérifier finalement ce qu'on appelle l'étendue de cette autorisation. Parce que certains titres de séjour permettent d'exercer toute activité professionnelle, ce qui va être le cas de la carte de résident, la carte de séjour temporaire vie privée, familiale, la carte de séjour temporaire étudiant, etc. Mais certaines cartes de séjour, par contre, sont plus limitatives dans le type d'activité professionnelle que je vais pouvoir exercer, voire même, d'ailleurs, la quotité de travail que je vais pouvoir avoir. Est-ce que ça va être un temps partiel ou un temps plein? Donc, il faut que vous alliez quand même regarder ce qu'il y a la mention, justement, sur la carte de séjour et que vous regardiez, effectivement, si cette carte de séjour, si cette autorisation de travail qui est accordée, finalement, n'est pas limitative. Et ça va dépendre de l'autorisation de travail qui va être accordée, est-ce que c'est une autorisation de travail au titre de la carte de résident, au titre de la carte de séjour temporaire étudiant, etc. etc. D'accord? Donc, les cartes de séjour, par exemple, temporaire salarié, elles permettent effectivement de travailler pendant les 2 premières années de délivrance. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, je suis limité dans le temps. Donc, vous allez aller regarder la carte de séjour, le type de séjour qui a été donné, et l'autorisation de travail sera plus ou moins importante
en fonction justement de la carte de séjour qui est possédée par le salarié, par le travailleur étranger. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, certaines cartes de séjour exonèrent l'employeur de faire une demande d'autorisation de travail pour des motifs qui sont encore des motifs de politique globale. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, la seule chose que moi, je dois vérifier, c'est le titre de séjour en question et quand même regarder finalement ce qu'il autorise à faire comme activité. Et par exemple, pour la carte de séjour résident, je n'ai pas besoin d'une autorisation de travail. Par contre, si j'ai une carte de séjour temporaire étudiant, bah, ça va être dans la limite de 60% de la durée annuelle de travail. Donc, ça veut dire que si je veux effectivement demander à mon étudiant de faire plus, et donc d'être à temps plein, il va falloir que j'aille solliciter une demande d'autorisation de travail. D'accord? Donc, voilà l'idée. Et d'ailleurs, pour les demandes d'autorisation de travail, sachez qu'aujourd'hui, elles sont largement simplifiées, comme on le verra tout à l'heure. D'accord? Il n'y a plus besoin de passer par la directe, etc. On le verra tout à l'heure. Donc, le tableau n'est pas totalement juste là-dessus, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a un site internet qui va nous simplifier la vie. Je vous le présenterai tout à l'heure. Donc, si vous avez suivi depuis le départ, je suis avec un travailleur qui est déjà en France, d'accord, qui possède une autorisation de travail et une carte de séjour. D'accord? Je vais aller vérifier sa carte de séjour et je vais aller vérifier son autorisation de travail. Peut-être que cette carte de séjour me permet finalement de me dispenser d'une demande d'autorisation de travail. Je dois aller vérifier l'autorisation de travail. Je le fais évidemment auprès de la préfecture sur l'adresse mail indiquée. Et puis, je vérifie le contenu finalement. Est-ce qu'il y a une limitation dans le travail qui va être fait par mon salarié? L'autorisation de travail, voilà comment est-ce qu'elle peut se présenter, par exemple. Ben voilà, donc nom, prénom, valable jusqu'à temps, date et lieu de délivrance, nature du titre, vous allez voir la nature du titre, carte de séjour temporaire, étudiant élevé, autorisé à travailler à titre accessoire. Ça, c'est une carte de séjour qui permet un accès limité au travail. Elle est valable pour une durée d'1 an et renouvelable sous condition. L'étudiant étranger va pouvoir effectivement avoir une activité salariée à hauteur de 60% de la durée de travail annuel. La durée de travail annuel à temps plein, c'est 1607 heures, donc 60%, c'est 964 heures. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je vais pouvoir l'embaucher, mais à temps partiel. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut aller voir, c'est regarder le titre de séjour et finalement, est-ce que ce titre de séjour, est-ce qu'il vaut autorisation de travail? S'il vaut autorisation de travail, en tout état de cause, à quelle hauteur? Est-ce que je n'ai pas quand même une limite dans l'autorisation de travail qui est accordée? Théo, est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire, je ne comprends pas trop la question. C'est-à-dire qu'en fait, je recrute, je ne comprends pas la question. Est-ce que la personne peut préciser? Oui, Je suis pas sûr bonjour, Oui, je vous vous me écoute. voyez? D'accord, ok, Oui, je me présente. je vous écoute. Présente, je suis André Andréna, je suis chargé des ressources humaines et également conseiller en droit social et droit des étrangers. Ça Donc, marche? une petite question. Du coup, pensez-vous, maître, que le fait de recruter la personne par le biais, enfin, le fait de régulariser la personne par le biais du travail, notamment via le circulaire de Manuel Valls en 2012, est-ce que ça constitue une exception au principe du recrutement d'un salarié étranger? C'est quoi exactement? C'est quel cadre là? De quoi, de quel cadre de quel cadre vous me parlez? Parce que là, je ne vois pas du tout le cadre. En fait, le cadre, c'est que à travers cette circulaire 2012, en fait, il y a une possibilité pour un étranger de se régulariser par le biais du travail. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est nous qui allons demander une autorisation de travail, c'est ça? tout à fait, oui. Donc, Oui, non, mais ça, d'accord, ok. Alors ça, la demande d'autorisation de travail, je vais l'aborder tout à l'heure. Là, je parle vraiment de la personne qui, effectivement, a déjà une autorisation de travail. Ça, on va en parler en deuxième partie. Donc, vous inquiétez d'accord. pas, je comprenais pas. Ok, je comprends. Oui, bah, l'idée, en fait, c'est effectivement de dire que là, c'est plutôt l'employeur. Là, l'employeur n'est pas proactif. Là, dans la première situation, l'employeur, il va juste faire des vérifications. Le salarié a déjà finalement un certain nombre de papiers et il faut qu'il aille vérifier ses papiers. Dans la deuxième situation, c'est l'employeur qui veut finalement recruter quelqu'un qui est déjà ou pas présent en France, peu importe, et qui va effectivement aller demander l'autorisation de travail pour le compte de cette personne-là. Effectivement, du coup, c'est la régularisation par l'autorisation de travail. Voilà. Et je comprends mieux votre remarque. OK. Ça, on va l'aborder après. Ensuite, je vous en prie.
Ah bah, c'est peut-être celle-ci, franchement, j'en sais rien, je ne les connais pas toutes par cœur. Il faut regarder, c'est la préfecture du Rhône, la préfecture du coup d'Île-de-France, qui doit vous donner l'adresse mail. Soit elle est sur Internet, soit elle n'y est pas, auquel cas, il faut se déplacer pour l'obtenir. Mais on s'en fout hein, qu'ils ne répondent pas. Hein. Très sincèrement, votre obligation, c'est de demander et de mettre en copie l'autorisation de travail en disant, voilà, moi j'ai cette autorisation de travail, est-ce qu'elle est valable ou pas valable? Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de vérifier qu'il n'y a pas une falsification finalement des autorisations de travail et qu'il n'y a pas finalement un trafic. Hein. C'est ça hein, l'objectif hein, de cette obligation formelle. S'ils ne vous répondent pas, ce n'est pas un drame. Parce qu'effectivement, vous, votre obligation en tant qu'employeur, parce que si on devait conditionner finalement le fait que vous embauchiez le salarié, le travailleur étranger, au fait que la préfecture vous réponde, on n'embaucherait jamais personne. Parce que les préfectures sont débordées, il n'y a pas assez de personnel, donc de toutes les manières, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc notre obligation formelle, c'est quand même de dire. Et par contre, si ça je ne le fais pas, là clairement c'est travail illégal tout de suite. Hein, et ça, on en reparlera tout à l'heure. Et il y avait une dernière question ou pas, Théo? Oui, je vous en prie. Bonjour. J'ai une petite question par rapport à la slide qui est justement en cours d'affichage. Je vois que c'est marqué qu'un étudiant en fait, étranger ne peut travailler que dans la limite de 60%. Mais si sur son autorisation de travail, c'est marqué qu'il est étudiant en recherche d'emploi et qu'il est autorisé à exercer un emploi, est-ce que là, il est à 100% ou il est à 60%? Bah, c'est ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois, il faut aller regarder. C'est pour ça que malheureusement, j'ai pas… Alors là, ce serait du coup recherche d'emploi. Ce serait la carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise, c'est ça? Exactement. Ok, alors celle-ci, sur mon anti-sèche, elle est délivrée aux étrangers qui ont été titulaires d'une carte de séjour étudiant et qui ont obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, ou aux étrangers titulaires de passeport talent mention chercheur ayant achevé leurs travaux en recherche qui entendent compléter leur formation par une première expérience professionnelle ou justifient d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à leur formation ou leur recherche. Et le principe, elle est délivrée pour 12 mois et n'est pas renouvelable. Donc ça, c'est une carte de séjour du coup particulière qui effectivement n'a pas de limitation, pour répondre à votre question, Jennifer, sur la durée du travail. Parce que là, pourquoi? Parce que là, vous avez compris, c'est l'immigration choisie. On vous parle de l'étudiant qui a un certain niveau ou qui est chercheur et donc qui va pouvoir apporter quelque chose à la France. Donc, du coup, la France va faire un titre de séjour, vous voyez, un peu particulier. Donc ça, en fait, à chaque fois que vous avez une carte de séjour, à chaque fois que vous avez un titre de séjour et une autorisation de travail, il faut toujours regarder justement si cette autorisation de travail ou si ce titre de séjour est limitatif. On ne peut pas faire de généralité. Il faut aller regarder à chaque fois. Vous savez, en France, on aime bien un truc, c'est la taxinomie, c'est-à-dire on met les choses dans on met les choses dans les cases. Vous voyez, c'est vraiment la pratique de mettre des choses dans des cases. Et c'est vraiment ça. Là, pour le coup, il y a un nombre de titres de séjour incalculable. C'est impossible de les connaître par cœur, à moins qu'on ait que ça à faire, et qu'on doit réciter quelque chose devant son professeur d'école. Mais pour le coup, nous, notre boulot en tant qu'employeur, c'est à chaque fois, OK, ce titre de séjour, je ne le connais pas, je vais aller regarder dans la réglementation, effectivement, si c'est un titre de séjour limitatif ou pas limitatif. Vous voyez, c'est ça votre réflexe. C'est pour ça que je dis, oui, il y a cette autorisation formelle d'aller solliciter la préfecture, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même le contenu de l'autorisation de travail, parce qu'on vous le reprochera si vous ne l'avez pas fait. Vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ben là, pour le coup, dans votre cas d'espèce, là, c'est effectivement à temps plein. Mais vous avez vu que c'est limité à 12 mois quand même. Hein. Oui. Sachant que ce n'est pas renouvelable. Donc, de toute façon, elle a une fin. Cette autorisation. Donc, c'est pour ça que le contrat aussi de travail doit être bien formulé parce qu'effectivement, soit on embauche en CDI, soit on embauche en CDD. Voilà, il y a un moment donné, si on embauche au CDI, c'est important de rappeler qu'il faut quand même une autorisation de travail en bonne et due forme. Hein. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Récépissé, autorisation de travail, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez avoir aussi des récépissés et des autorisations provisoires. Les récépissés, ils ne valent. Alors, voilà, j'ai fait ma demande d'autorisation et on vous donne un récépissé. Alors, ils ne valent l'autorisation de travail que lorsqu'ils mentionnent expressément la possibilité d'exercer une activité professionnelle avec la mention autorise son titulaire à travailler. Donc, si l'étranger vous présente un récépissé, votre rôle, c'est d'aller regarder ce qu'il y a dans ce récépissé, encore une fois, et voir effectivement s'il y a la possibilité, du coup, d'exercer une activité professionnelle. Et l'autorisation provisoire de travail, elle est d'une durée maximale de 12 mois renouvelable.
Elle est délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne peut pas obtenir une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou une carte de résidence, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail. Voilà. Bon, ça, c'est juste des petites particularités. Vous pouvez avoir pas forcément une carte finalement de séjour en bonne et due forme. Vous pouvez avoir des autorisations provisoires de travail, des récépissés, et il faut le regarder. Donc, par exemple, exemple d'un récépissé, ben voilà, vous avez autorisation provisoire de séjour avec autorisation. Cette autorisation permet au titulaire de copier un emploi. Vous voyez, là, c'est très clair. On est sur un étudiant à la recherche d'emploi et il a le droit effectivement de bosser et c'est valable jusqu'à une certaine date, vous voyez, 17-12-2016, bon ça date un peu, mais peu importe, l'idée c'est qu'effectivement il a la possibilité de le faire. Ok, donc vous avez compris qu'ici, on est vraiment dans la première situation de moi je suis face à un étranger qui finalement a des documents à me présenter, à savoir une autorisation de travail, une carte de séjour, alors qu'une carte de séjour qui effectivement vaut autorisation de travail. Quel est mon réflexe? Mon réflexe c'est je vais regarder le contenu de cette autorisation de travail pour voir effectivement si je n'ai pas des limitations, auquel cas si j'ai des limitations, il faut impérativement que je les respecte, sinon je suis sur du travail illégal, très clairement. Et je vais effectivement faire ma démarche auprès de la préfecture. Tant pis si la préfecture ne me répond pas. Voilà. L'adresse, celle ou celui qui a posé la question sur l'adresse de la préfecture de Paris, vous l'avez trouvée où l'adresse? Sur Internet ou vous êtes allé leur demander directement en physique? C'est sur Internet? Ok, ça marche. Bon, s'ils ne vous répondent pas, à un moment donné, c'est ce que je vous dis, hein, c'est que votre obligation formelle, c'est de faire ce que j'ai dit. Maintenant, la demande d'introduction. Alors, la demande d'introduction, c'est un petit peu différent. J'ai un salarié que je veux embaucher, mais qui n'a pas d'autorisation qui n'est pas en France. Et je veux effectivement solliciter une autorisation. Je veux le faire venir en France, d'accord. Et je veux le faire bosser. Donc, je vais recruter quelqu'un qui n'est pas en France, qui ne réside pas sur le territoire national. Alors, ici, c'est un peu particulier parce que en fait, je vais devoir démontrer qu'il n'existe pas en France de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper le poste à pourvoir et apporter des garanties de logement aux travailleurs, d'accord. Et je vais devoir aussi m'acquitter d'une redevance à l'OFII. Ça, l'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour demander les autorisations de travail et pour aussi faire les demandes d'introduction, les choses ont été simplifiées, comme on le verra, parce qu'effectivement, autrefois, il fallait faire tout un dossier assez compliqué. Le dossier a été simplifié et surtout, il se fait en ligne, comme on verra tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on demande l'autorisation de travail en tant qu'employeur? La demande d'autorisation de travail en tant qu'employeur, donc là, ce n'est pas le salarié, ce n'est pas le travailleur étranger qui va faire la demande, c'est moi, employeur, qui vais aller demander l'autorisation de travail, que ce soit pour un salarié qui réside ou pas, d'ailleurs en France, peu importe, c'est moi qui fais la demande. Si c'est moi qui fais la demande, je dois faire une demande écrite qui va indiquer les raisons pour lesquelles je fais appel à un travailleur étranger. Parce que, je vous l'ai dit, il y a une volonté de protéger le marché français, à savoir s'il y a déjà finalement des offres, l'offre d'emploi en fait doit être privilégiée pour les gens qui sont déjà en France. Hein. Donc effectivement, je dois expliquer pourquoi est-ce que je vais aller chercher de la main-d'œuvre étrangère. C'est pas juste parce que j'ai envie, c'est parce qu'effectivement je ne trouve pas forcément le candidat idoine en France. Je dois fournir à l'appui de ma demande un certain nombre de documents. On verra ça tout à l'heure. Et pour statuer sur la demande d'autorisation, l'administration va prendre en compte un certain nombre de critères. En pratique, maintenant, ça se fait sur ce site web que je vais projeter. Ça marche là. Du coup, arrêter, présenter une fenêtre. Non, pas une fenêtre. Ça doit être ça. Voilà. Vous voyez? Théo, on le voit à l'accueil, l'écran?
Ouais, je pense que ça va arriver. J'espère. Partage de l'onglet avec Meet. Il me dit qu'il est en train de le faire, mais si c'est galère, on fera différemment. Bon, c'est bon, tu vois? Bon, bah super. Donc, il a été décidé, effectivement, de simplifier les choses, d'accord? Donc aujourd'hui, quand je veux demander une autorisation de travail, je vais sur ce site web, administration étranger, etc. Bon, un peu compliqué. Donc par exemple, je sollicite une autorisation de travail, je suis une entreprise, une association, je continue. Et là, en fait, on va déposer la demande en 8 étapes. Donc, tout est fait pour nous simplifier la vie. Vous avez la liste des pièces justificatives. Et donc, effectivement, après, vous commencez la procédure. Je ne l'ai jamais faite encore pour l'instant, hein, mais l'idée, c'est de dire effectivement que on a voulu quand même simplifier les choses. Parce que jadis, il fallait effectivement se rendre à la préfecture, à la directe, enfin à la directe du coup, de la manœuvre étrangère pour pouvoir une autorisation de travail. Enfin, il y avait tout un truc à faire qui était assez lourd. Et là, pour favoriser finalement et simplifier les choses, tout se fait maintenant en France, tout se fait en ligne, pardon, pour que finalement rassurer finalement les employeurs et accélérer le processus. On n'a plus besoin d'envoyer un dossier à la directe qui va ensuite mettre des semaines à répondre, faire attendre le dossier parce qu'il n'y a pas les bons formulaires CERFA, etc. Maintenant, il n'y a plus de bons vieux formulaires CERFA. On va effectivement, on va faire directement auprès de l'administration. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conditions. Je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, je vais reprendre la présentation du support. Tac. On en était à là. Présentation. Ça ne veut pas dire que c'est la fête et qu'on peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est juste de dire que administrativement parlant, on a simplifié les choses. Ce qui est bien. Après tout, ça fait du bien quand c'est plus simple. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il faut effectivement faire une demande écrite. La demande écrite, vous allez la remplir de toute façon sur le site web. Et je dois fournir un certain nombre de documents et je dois m'expliquer. Bon, les documents qui sont en tout cas sollicités, hein, c'est un arrêté du 1er avril 2021 qui fixe la liste des pièces à fournir pour ça. Une copie des pages relatives à l'état civil et aux dates de validité du passeport, recto verso, de la carte d'identité du ressortissant étranger. Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi, un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme de service public de l'emploi, un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidats. En fait, l'idée, c'est que l'emploi proposé, et ça c'est important, quels sont les critères justement qui sont pris en compte pour que finalement on vous valide votre demande d'introduction. On a plusieurs critères s'agissant de l'emploi proposé. Soit il faut qu'il figure sur la liste régionale des métiers en fonction. Donc là, vous avez une liste qui est arrêtée par un décret. Alors, ce décret, vous voyez, c'est un décret passionnant. Je crois que je l'ai mis en lien, donc du coup, on pourra voir. Soit faire l'objet d'une publication préalable pendant un délai de 3 semaines auprès des organismes concurrents au service public d'emploi, donc à savoir Pôle emploi, et n'avoir satisfait à aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est soit, effectivement, j'ai un emploi en tension, donc l'administration sait, quand je vais introduire ma demande, elle sait que c'est un emploi qui est compliqué. Donc, je ne peux pas recruter facilement. Soit j'ai posté mon annonce sur Pôle emploi, pendant 3 semaines, je n'ai pas eu de réponse, ou alors j'ai eu des réponses avec des candidatures qui ne correspondent pas à la caractéristique de mon poste. D'accord ? La liste des emplois en tension, elle est assez longue, vous avez plein de choses. Je vais vous les dire, hein, ça va peut-être vous surprendre. Avec des familles professionnelles et des codes FAP. Et en fait, c'est par région. Si on prend par exemple la région Rhône-Alpes-Auvergne, les emplois en tension, ça va être agent d'entretien de locaux, autres professionnels paramédicaux, cadre technique de la maintenance de l'environnement, carrossier automobile, charcutier traiteur, charpentier, chaudronnier, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur routier, géomètre, ingénieur ICAD des télécoms, maître d'hôtel, etc. Par région, vous allez avoir finalement des listes d'emplois où effectivement on sait que c'est compliqué de recruter. Donc finalement, on vous valide à l'avance le recrutement puisqu'on considère que de toute façon, c'est compliqué de recruter. Je suis désolé, il faut juste que je branche mon ordi parce que sinon, ça va s'arrêter. Ce serait fort dommage de s'en arrêter là puisque c'est
quand même un sujet important. Hop. Je me trouve. Hop. Le problème de ces ordinateurs, c'est qu'il y a un moment donné, ils n'ont plus de batterie. C'est toujours quand je fais les formations que je m'en rends compte. Tac. Ça, ici, ça ne marche pas. Hop. On va espérer que là, ça marche. Et sinon, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, nickel. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a des emplois où effectivement on considère que finalement ce sont des métiers en tension, donc on vous valide finalement par principe le recrutement. Soit ou alors c'est vous qui avez fait effectivement la publication pendant un délai de 3 semaines, donc auprès de Pôle emploi, et que vous n'avez pas reçu de bonne candidature. S'agissant de l'employeur, les critères, c'est d'abord, vous n'avez pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail illégal, ça c'est normal. Vous pouvez avoir méconnu vos obligations générales en matière de santé et de sécurité, ça c'est un sujet très important. C'est une question de politique aussi, effectivement. En matière d'hygiène et de sécurité, on veut faire en sorte que les employeurs soient réglo auprès des travailleurs étrangers et qu'effectivement, ils ne soient pas dans des conditions de travail insalubres, comme ça peut être le cas. Moi, j'ai eu des dossiers assez fantastiques sur ce sujet-là, où on était proche de l'esclavagisme. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait que de manquements graves dans de manquements graves dans ces matières-là. Il ne faut pas non plus qu'il ait reçu une matière administrative en matière de détachement ou de travail illégal. Donc voilà, on a vraiment cet objectif-là. Et la rémunération proposée par l'employeur doit respecter le code du travail, le SMIC. Bon, c'est un peu normal, et la convention collective applicable. Donc vous avez compris qu'effectivement, vous allez finalement aller instruire une demande de manière simple, en tout cas simplifiée, parce que ça va se faire sur Internet, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir vous justifier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas récolter des documents, il faut le faire, effectivement. Et une fois que vous avez fait cette demande finalité, c'est finalement un processus qui se fait de manière automatique avec une transmission au préfet qui va statuer sur celle-ci avec soit une décision d'acceptation, notification à l'employeur ou à son mandataire, parce que vous savez que vous pouvez effectivement faire appel à un mandataire qui va faire la demande pour vous, et soit c'est une décision de refus, décision explicite ou implicite, c'est un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande, avec une possibilité d'exercer un recours contre cette décision, d'accord ? Une fois qu'on a obtenu justement cette autorisation de travail, je vais devoir solliciter l'OFII pour organiser une visite médicale d'embauche, parce qu'effectivement, il y a, si vous voulez, la volonté ce que je vais vous dire, en plus, vous paraîtra encore plus logique avec le Covid-19, mais il y a une volonté du gouvernement de réguler les maladies finalement qui seraient issues de l'étranger, et notamment, donc, finalement, on a l'Office français de l'immigration qui va aller réaliser une visite médicale pour justement vérifier qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de difficulté pour travailler. Et il va aussi, l'employeur va devoir s'acquitter d'une taxe spécifique dans les 3 mois suivant le début du contrat. Je ne connais pas par cœur, excusez-moi, les montants. Il varie en fonction de la nature de l'autorisation. C'est plus ou moins cher en fonction de la nature de l'autorisation. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, si je récapitule ce que je vous ai dit, soit j'ai un salarié qui a une autorisation de travail, et dans ce cas-là, je vais aller effectivement la vérifier. Soit le salarié n'a pas d'autorisation de travail, où je vais effectivement essayer de recruter quelqu'un qui est à l'étranger, je vais le faire venir en France. Moi, je vais pouvoir faire la demande d'autorisation. Je vais pouvoir faire la demande d'autorisation de travail sous certaines conditions quand même, mais conditions qui sont largement simplifiées parce que effectivement, autrefois, il fallait quand même bien se prendre la tête pour pouvoir recruter le travailleur étranger. Je vais vous donner un exemple, parce que je pense que je devrais en avoir un pas très loin, de ce qu'il fallait faire avant, puisque j'en avais une sous le code pour faire l'embauche du salarié étranger. Jadis, on devait se prendre effectivement bien la tête parce qu'il fallait faire une lettre motivant le recrutement du salarié détaillant les fonctions qu'il va exercer, un formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité du salarié exercé en France,
un extrait cabis à jour, les statuts de la personne morale s'il existe, etc. Donc tout un tas de documents qui étaient fixés par un article du Code du travail qui a été modifié depuis, avec donc des critères qui vont être l'administration qui allait finalement se prononcer sur un certain nombre de sujets, l'adéquation entre la qualification, l'expérience et le cas échéant les diplômes de l'étranger, le respect de la réglementation du travail et de la protection sociale, les conditions d'emploi et de rémunération offertes aux ressortissants étrangers, les recherches effectuées par l'employeur sur la situation de l'emploi présente dans la profession et dans la zone géographique demandée. Bref, on avait un certain nombre de choses, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, effectivement, ils ne le feront pas dans le cadre finalement des habitudes qu'ils ont depuis des années. Mais pour autant, bah, voilà, l'objectif annoncé par le gouvernement, c'est de simplifier. Donc, il faut finalement suivre ce qui est fait sur ce site internet et vous laisser guider par finalement les indications qui vous sont données pour pouvoir obtenir l'autorisation de travail pour le salarié que vous voulez recruter. Tout est-il qu'effectivement, il ne faut pas que ça tombe comme ça. Il faut effectivement quand même se dire qu'on va recruter un salarié étranger parce qu'on ne trouve pas de personnes en France capables de faire le travail. Ça, c'est quand même le prérequis. Voilà sur finalement l'embauche d'un salarié étranger, mais il ne faut quand même pas oublier la formalisation de l'embauche, parce que oui, effectivement, là, on a vu le cas spécifique de l'embauche du travailleur étranger, mais toujours est-il que ça reste un salarié comme les autres. Donc, vous devez faire la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. Alors, je le dis et je le répète avec force, la DPAE, elle doit être faite avant que le salarié ne commence à travailler. C'est-à-dire que si moi, j'embauche mon salarié à 9h lundi prochain, par exemple, ça doit être fait avant lundi 9h. Sinon, on est dans du travail illégal. C'est automatique. Donc, il faut effectivement que la DPAE soit intervienne toujours avant l'embauche, sachant qu'elle peut se faire par la voie électrique. Alors, attention, la DPAE, c'est votre responsabilité en tant qu'employeur. Hein. Ce n'est pas celle de votre expert comptable. Même si c'est votre expert comptable qui effectivement fait vos déclarations ou votre expert paye, peu importe, l'employeur, celui qui est en ligne de mire, si vous plantez, c'est vous en fait. Hein. C'est vous en tant que patronne qui êtes responsable. Bon, sachez que la DPAE, il faut que j'en avise, le salarié. Alors, soit effectivement, j'ai une mention dans le contrat de travail qui dit qu'effectivement, j'ai bien fait la DPAE, soit sinon, je donne copie carrément de l'accusé de réception de la DPAE auprès de l'URSSAF. Donc ça, après, peu importe de vos pratiques, etc. Bon, contenu de la DPAE, je passe un peu vite. Hein, il y a plein de choses, code APE, numéro d'inscription, date et heure d'embauche, nature et informations relatives au contrat de travail, etc. Il faut aussi bien déclarer votre salarié étranger, parce que c'est un salarié qui soit dans le registre unique du personnel, hein, ça c'est clair. Il faut lui faire aussi une visite d'information et de prévention, même si effectivement on est sur une demande d'introduction et il y a une visite finalement faite par l'office, ça ne vous dispense pas de visite d'information et de prévention. Ça, il faut voir effectivement avec le médecin du travail, sachant qu'il y a des visites médicales renforcées. Alors, je les ai mises, même si je pense que personne n'est concerné ici, en tout cas pas Game Only, mais effectivement, on a des postes à risque qui sont un peu particuliers, mais je les ai rappelés de manière globale. Bon, et maintenant, quels sont les risques finalement sur ce sujet-là? Le risque, c'est celui du travail illégal, avec donc des dommages et intérêts au prud'homme avec des rappels de salaire, etc. Un risque URSSAF avec une réintégration des sommes, enfin surtout en fait une annulation des réductions, des réductions de cotisation ou des exonérations de cotisation dont j'ai bénéficié, et une poursuite au pénal pour travail dissimulé. Bon voilà, comment ça se passe quand j'ai un procès verbal de travail dissimulé? Je vous le dis pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois, quand on est effectivement sur des sujets. Alors là, c'était un sujet un peu louche, mais quand on est sur des sujets moins louches, ça peut quand même nous arriver. On peut avoir l'administration, en fait, maintenant, comment ça se passe? Vous avez des gens qui sont formés au sein des brigades de police, au sein aussi de l'URSSAF, etc., qui sont spécialisés dans la lutte contre le travail dissimulé, d'accord? Donc, il va y avoir une communication entre les administrations et on va avoir finalement l'engagement de poursuite pénale par le procureur de la République, la fermeture administrative de la société par le préfet, puisque le préfet a des pouvoirs, notamment interdire l'accès au marché public, etc., quand on est sur du travail dissimulé, le redressement URSSAF et aussi après éventuellement un conflit au prud'homme. Donc ça peut quand même coûter cher. D'où le fait que le but c'est quand même d'acquérir les bons réflexes. Vous recrutez un salarié étranger, c'est très bien. Soit effectivement vous avez déjà les documents, titre de séjour, autorisation de travail, c'est nickel, vous faites vos vérifications. Soit vous ne l'avez pas et c'est vous qui faites la démarche. Mais en tout état de cause, faites attention à bien faire vos démarches et à pas oublier le reste des démarches. Vite.
registre unique du personnel, des PAE, etc. Tout ceci, finalement, est obligatoire, même si c'est un salarié étranger, ça reste un salarié. Donc, effectivement, il doit bénéficier classiquement de ce que ce sont bénéficient tous les salariés. Voilà, de manière synthétique, ce qu'on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que je n'ai pas abordées, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas le but. Hein. J'ai 1 heure, donc il faut arriver en 1 heure à condenser un peu les informations. Pour l'instant, j'ai pas j'ai pas suffisamment de recul malheureusement sur ces démarches en ligne de demande d'autorisation de travail. On verra quand on s'y confrontera comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien ou pas bien. J'espère que ça fonctionnera bien. Dans le contrat de travail, n'oubliez pas que vous pouvez très bien marquer une condition suspensive à l'embauche du salarié, à savoir je vous embauche à la condition que vous ayez effectivement une autorisation de travail qui soit valable. Et n'oubliez pas non plus que si vous avez embauché un salarié étranger qui est en CDI chez vous et qu'effectivement ce salarié étranger ne dispose plus d'une autorisation de travail valable, sachez que vous avez la possibilité de le licencier pour cause réelle et sérieuse, le motif étant qu'il ne dispose plus de l'autorisation de travailler en France et donc vous n'avez plus le droit de l'engager. Donc c'est un motif finalement légal. C'est un motif qu'on appelle sui generis, c'est-à-dire qui suit son propre régime pour dire les choses simplement, parce que le latin c'est bien, mais moi à part l'opus et tagnus, je ne vais pas très loin. Et donc l'idée c'est vraiment de dire voilà, je suis sur un licenciement qui est justifié parce qu'effectivement, malheureusement, ce travailleur étranger n'a pas réussi à obtenir un renouvellement de son titre de séjour ou un renouvellement de son autorisation de travail. Par conséquent, je suis obligé de m'en séparer parce que je ne vais pas garder quelqu'un que je n'ai pas le droit de conserver à mes effectifs parce que moi, derrière, mon risque, c'est le travail dissimulé. Donc, voilà ce qu'il en est sur l'embauche de travailleurs étrangers. J'ai essayé vraiment d'être le plus synthétique possible. Oui. Si, je suis sur le chat. Alors, je suis en train de voir. Oui, l'absence immédiate. Oui, en fait, en gros, sur l'autorisation de travail, c'est très simple. C'est soit le salarié a une autorisation de travail, soit il n'en a pas. S'il n'en a pas, moi, à mon sens, une attestation de rendez-vous de renouvellement, ça ne garantit rien. Ça ne garantit rien parce que vous avez une obligation formelle. S'il n'a plus d'autorisation de travail, il n'a plus d'autorisation de travail. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de travailler en France. Donc, vous êtes employeur, vous avez une responsabilité, c'est effectivement vous séparer du salarié. Je préfère être honnête sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet où je comprends que ce soit un sujet qui soit complexe et qui soit difficile d'un point de vue personnel parce qu'on se dit, mais c'est absurde parce que c'est administratif. Mais pour autant, à mon sens, et on pourrait creuser les choses et débattre, mais comme ça, je dirais qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de garder quelqu'un qui n'a plus son autorisation de travail. Je vais vous faire un parallèle. Vous avez un gars qui est responsable de la sécurité, d'accord ? Pour être responsable de la sécurité, il faut une carte de sécurité. Il se trouve que sa carte de sécurité arrive à expiration et qu'il a fait une demande de renouvellement. Sauf qu'il n'a toujours pas sa demande, il n'a toujours pas sa carte de sécurité en bonne et due forme. Donc, il exerce un métier qu'il n'a plus le droit d'exercer. C'est la même chose, en fait. Vous voyez, c'est vraiment, je suis sur le même niveau d'appréciation. C'est de dire, je n'ai plus le droit de faire ça parce que pour pouvoir faire ça, j'ai besoin effectivement d'un document qui le valide. Vous comprenez la subtilité ou pas? Oui, je comprends. Par contre, ma question, mais du coup, parce que dans l'attestation de rendez-vous, c'est écrit tous les droits rattachés aux travailleurs sont du coup rattachés, donc à savoir toutes les allocations, le droit même au titre, jusqu'à du coup à la date du rendez-vous. Donc là, il y a un petit contradictoire dans l'attestation de rendez-vous. C'est quoi cette attestation? C'est une attestation qui a été faite par qui? En fait, quand vous demandez un rendez-vous à la préfecture, il y a une attestation en fait qui prouve en fait votre rendez-vous. Donc il y a la date, l'horaire, et vers la fin, il y a une mention spéciale qui dit que tous les droits rattachés au titre sont maintenus jusqu'à la date du rendez-vous. Donc là, en fait, ça pose, ça pose un problème. Je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais, donc, ça pose un problème parce que formellement, c'est pas un récépissé. Tout à fait. C'est ça qui pose problème, c'est que c'est pas un récépissé, c'est une attestation comme quoi j'ai pris rendez-vous pour renouveler mon autorisation de travail. Tout à fait. Et il y avait une position du Conseil d'État en 2020, juin 2020, qui s'est posée. Du coup, il y a une personne qui avait le même cas. Donc au final, ça lui a porté préjudice et la préfecture était dans l'obligation du coup de renouveler son titre par rapport à ça et de directement donner suite favorable
Ouais, mais alors là, c'est du coup d'un point de vue administratif. Moi, je parle vraiment du point de vue employeur, d'un point de vue c'est ça le problème, c'est qu'on a effectivement des questions administratives qui se posent et des questions de droit du travail. D'un point de vue droit du travail strict, moi, j'aurais du mal à vous valider sans qu'effectivement on aille plus loin dans la recherche, hein, mais comme ça, d'un point de vue générique, je dirais que c'est dangereux de continuer à conserver à ses effectifs un salarié de cette manière-là, parce que malheureusement, formellement parlant, c'est pas un récépissé, c'est pas une autorisation de travail, c'est juste une attestation comme quoi vous avez pris rendez-vous pour effectivement renouveler votre titre de travail. Donc, c'est pas le document qui est sollicité pour éviter une condamnation au titre du travail illégal. Vous comprenez? C'est ça le problème que j'ai. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément licencier, etc. Ce que je vous dis, c'est que si on a une situation comme celle-ci, effectivement, il faut se pencher sur la question. Lui, s'il est licencié, bah oui, peut-être qu'effectivement, ça lui porte préjudice et qu'il peut aller faire un recours auprès de l'État en disant « Attendez, moi, je bossais bien, je me suis fait virer parce que vous avez été lent. » Voilà, il y a peut-être des questions comme ça qui vont se poser. Mais moi, là, je suis plus dans le scope employeur. Et dans le scope employeur, je suis gêné par ce document-là, vous voyez, parce que c'est pas le document qui est requis pour pouvoir travailler en France. Vous comprenez? Tout à fait, Voilà. oui. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Sarah Pantalone d'Elior Service. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour votre présentation. Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire. Nous aussi, on a ce genre d'attestation. Et alors là, elles vont encore même plus loin. Ouais. C'est qu'elles mettent carrément, ces attestations mettent carrément que le salarié a toujours le droit de travailler en France. Ouais, ok. Du Intéressant. coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu une procédure hybride. C'est d'accepter ces attestations, de considérer qu'elles Ouais, s'autorisent ok. à travailler. Et ce qu'on fait, c'est comme pour les titres de séjour, on va faire une demande d'authentification à la préfecture. Ouais, mais ça, vous avez raison. On essaie de se couvrir au maximum, mais à partir du moment où l'attestation, elle nous dit que le salarié est en droit de travailler, on se voit mal licencier le salarié pour défaut de titre de séjour, alors que Je suis d'accord. il a quand même une attestation qui dit qu'il a le droit de travailler. Alors, Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que, au final, la préfecture crée du droit, ce qu'elle n'a oui, pas c'est ça. le droit de C'est ce que faire. j'allais dire. Parce qu'elle n'a pas le droit de faire. Mais, Donc, mais, voilà. mais ce qui est intéressant, alors du coup, pour rajouter un peu, c'est bien justement ces échanges, c'est fait pour ça. Pour rajouter un peu de l'eau à votre moulin, je pense que là où vous pourriez aussi vous prémunir, c'est aussi de dire, interroger peut-être aussi la directe, alors la DRETS maintenant, du côté prêt de main-d'œuvre, surtout si vous en avez beaucoup, parce qu'à mon avis, chez Elior Service, il y en a pas mal. Peut-être aussi voir effectivement s'il n'y a pas moyen d'interroger en off la DRETS sans les interroger directement sur le service de prêt de main-d'œuvre. Et puis aussi, il y a un truc peut-être à faire valoir si demain j'ai un litige parce que effectivement on me dit ouais mais travail illégal, c'est de dire moi je me suis fondé sur un document avec une mention spécifique de la préfecture. Vous savez qu'il y a un code qui régit les rapports entre l'administration et les administrés. Donc, de la même manière, par exemple, qu'une circulaire finalement interprétative d'un texte, je vais pouvoir finalement l'opposer à l'administration. Est-ce que là, je ne peux pas dire que j'ai une décision individuelle que je pourrais opposer à l'administration? Je ne dis pas que c'est possible, mais c'est à réfléchir. Là, chez vous, vu que vous avez un volume d'activité, à mon avis, important, ce serait pas mal de réfléchir si juridiquement, vous n'auriez pas cette possibilité. Alors, d'un point de vue administratif, moi, je ne suis pas expert en droit administratif, mais je sais qu'effectivement, dans mes vieux cours de droit administratif, j'avais quand même cette question d'opposabilité. Si demain, j'ai l'URSSAF ou finalement l'administration qui vient de dire c'est du travail illégal, ok, peut-être que c'est du travail illégal, mais du coup, j'engage la responsabilité de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai eu justement un document de l'administration. Okay, Notamment, c'était le cas pendant tout le confinement, parce qu'il y avait le rallongement du coup de 6 mois. Donc, c'était le circulaire qu'on avait dû utiliser pour allonger tout. Et à un moment donné, les employeurs se trouvaient pas en fait, parce que le circulaire c'était un texte et il faudra le transposer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le droit. Donc, c'était un peu le justificatif plus le récépissé, plus peut-être le titre de séjour qui est périmé. Donc, c'était plus de ce côté-là. Ouais, c'est tout le problème de ces processus, c'est que on sent que l'administration essaye de nous simplifier la vie, sauf que malheureusement l'activité économique va plus vite que l'administration, de toute façon. Donc voilà, dans vos situations à vous, là, ce que vous venez de dire, Sarah, et alors je sais pas comment prononcer votre prénom, je suis désolé, Andrei Drena.
Andrena, oui. Andrea, pour moi, effectivement, c'est pas mal là ce que vous avez, Sarah, obtenu en plus là sur la petite mention. Andrea, essayez de vous en inspirer, mais sachez que d'un point de vue vraiment, le droit, il est ce qu'il est. L'interprétation, elle doit être stricte dans ce genre de sujet. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que essayez de vous couvrir un max, c'est bien, c'est très bien, mais ayez conscience, surtout vis-à-vis de vos patrons, et là, alertez-les sur le fait que malheureusement, c'est pas parfait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de dire, voilà. L'entreprise, c'est un risque. Moi, je suis là pour gérer une boîte, d'accord? Il faut que je fasse avancer le public. Je vais pas licencier des mecs qui bossent bien juste parce que effectivement, il n'y a pas la bonne mention, etc. Donc, je vais les conserver à l'effectif, mais je sais qu'il y a quand même un risque. C'est pas grave parce que dans une entreprise, on peut pas être parfait. Moi, mon rôle, il n'est pas de vous dire il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Il est de dire voilà globalement comment ça doit fonctionner. Et effectivement, on peut essayer de trouver après des solutions idoines en fonction de notre propre situation. Donc, c'est pas mal effectivement d'aller là-dessus. Alors, bonjour, qu'en est-il de la procédure lorsque ça est déjà embauché dans l'entreprise, souhaite changer de statut? Bah ça, si je souhaite changer de statut, effectivement, je pense qu'il faut de nouveau vérifier du coup les documents. Sarah, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Le problème, je vais vous expliquer ma situation, c'est qu'on a un salarié qui était embauché chez nous depuis 2017 ouais. Et la salariée devait plutôt changer de statut, donc elle était en vie privée et familiale, elle est passée en salarié. Et donc la préfecture lui a dit, écoutez, il va falloir que votre employeur fasse une demande d'autorisation de travail, comme la demande d'introduction en fait. Bien sûr. Ouais. Et en fait, on a marché un peu sur la tête parce que la préfecture nous demandait également de publier une offre d'emploi pendant 3 semaines. Ça n'a aucun intérêt, elle était et déjà ça chez n'a vous. aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est sûr que là, alors, c'est encore une fois les contradictions, c'est qu'en fait, du fait du passage à une autre carte de séjour, on vous demande de faire une demande d'introduction, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et malheureusement, la demande d'introduction, elle est celle qu'on a présentée, il n'y en a pas d'autres. Okay. C'est pour ça que la préfecture, c'est l'administration, n'oubliez pas. Donc l'administration, il y a des textes, ils les appliquent. Donc même si c'est complètement absurde, parce qu'effectivement, le salarié, lui, est déjà finalement salarié chez vous et le poste, il est pour lui. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais en même temps, c'est parce que pour valider en fait votre demande d'introduction, il faut que vous fassiez ça. Oui, mais du coup, en fait, ils nous demandent de faire des faux. Non, c'est pas de faire des faux, c'est de faire un truc qui sert à rien. Parce que c'est pas un faux. Vous allez faire une offre d'emploi. Quelque part, c'est une fausse offre d'emploi, puisque si vous voulez, c'est déjà le. Oui, je sais, c'est lui qui l'occupe. Voilà, il occupe déjà le poste. C'est bien, donc, je sais bien. Mais malheureusement, l'administration, ils voient un texte, ils l'appliquent là. Ils vous ont dit quoi quand vous leur avez répondu que c'était illogique? Ils nous ont dit c'est comme ça, c'est. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis ça sert à rien de les faire changer d'avis parce qu'on n'y arrivera pas. En même temps, c'est un peu les limites de la mise à jour sur la nef, sur le nouveau site. Du coup, il y a pas mal de problèmes récurrents qui reviennent. Après, c'est en phase de production que ça a commencé le 6 avril, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Oui, ça va venir. Oui, il faut attendre un peu. Voilà, comme tout ce qui est nouveau, on teste et on voit un peu comment ça fonctionne. On verra effectivement de quelle manière est-ce que ça évolue, est-ce que c'est plus simple, pas plus simple. Ça se veut plus simple. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas testé le truc, donc je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. J'ose espérer que ce sera le cas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Pour rebondir sur ce que disait Madame Pantalone tout à l'heure, dans la situation effectivement d'un salarié qui change de statut. Il y a une petite mention qui figure sur le site du ministère que vous avez ouvert tout à l'heure pour justement formuler sa demande d'introduction qui nécessite, si on veut poursuivre la procédure, que l'employeur coche une case selon laquelle nous devons payer la taxe OFII, qui dans ce cas-là n'a évidemment non plus aucun sens puisque le salarié est déjà présent là. en France. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'on nous demande de payer avant de pouvoir jouer, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Mais parce que dans les précédentes les précédentes formulations, on pouvait, faire la demande sur la base d'un formulaire CERFA. Ouais. Et donc, sur ce formulaire papier, on avait la possibilité de biffer ou de corriger un certain nombre de mentions, ce qui n'est plus le cas dorénavant dans cette procédure soi-disant simplifiée et par voie informatique. Vous aurez ça pas veut dire le que choix. l'entreprise doit s'acquitter de la taxe alors qu'elle n'est pas due en réalité quand on regarde les textes. Puisque Non. les textes précisent bien que ce n'est que dans le cadre d'une introduction dans le marché du travail qu'il faut payer la taxe OFII. Alors là, un salarié qui est dans le cadre d'un changement de statut, c'est pas une introduction. Je vais faire une petite parenthèse. Il faut que je retrouve. Alors, 2 secondes sur le changement de statut parce que
Je sais que j'ai lu quelque chose. 2 secondes. Hein. Je sais que j'ai lu la procédure de statut, c'est juste que je m'en souviens pas. Je sais que j'ai lu quelque chose. Parce qu'en plus, c'est le salarié qui a la main pour changer de statut. Ah, je sais. Alors, je cherche en même temps que vous me posez des questions, parce que, voilà, c'est ça, c'est là. Changement de statut. Ah oui, c'est ça. Ah, tata, t'es couvert étranger. Voilà, c'est ça. Non, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'effectivement, ils ont quand même modifié un petit peu. Ils ont restreint la procédure de changement de statut. Je ne sais pas si vous l'aviez vu justement à l'occasion d'une modification du Code du travail. Ils ont, et notamment de la dématérialisation, etc. Auparavant, la procédure de changement de statut, elle était ouverte à tout titulaire d'une carte de séjour, d'un récépissé, de demande de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. Et là, désormais, elle est ouverte aux résidents hors de France dans le cadre de la procédure d'introduction ou aux résidents déjà sur le territoire national et titulaires d'un des titres de séjour visé à l'article R 5221-3. Et donc, en fait, c'est un article qui est limitatif, qui vise effectivement certains titres et pas tous. Donc ça, c'était simplement juste parce que j'avais lu ça et du coup, effectivement, la procédure de changement de statut, elle est ouverte moins largement. Donc, pour reprendre sur votre question, vous n'avez pas l'obligation d'acquitter l'OFI. Je ne sais pas comment ça marche sur la procédure, les 8 étapes là. Est-ce que dans les 8 étapes, pour valider le dossier, il faut payer l'OFI? Parce que s'il n'y a pas l'obligation de payer l'OFI, c'est-à-dire que s'il ne faut pas avoir démontré qu'on a payé l'OFI, vous ne payez pas l'OFI. Et si on vient vous demander pourquoi vous n'avez pas payé l'OFI, vous direz parce que je n'ai pas l'obligation de le faire. Voilà, textuellement parlant. Parce que là, effectivement, c'est balisé. C'est-à-dire que là, malheureusement, pour la demande d'introduction, il va falloir respecter finalement les différentes étapes qui sont inscrites en ligne. Donc, vous ne pourrez pas faire comme vous disiez autrefois avec rayer la mention à la mano. Donc, si dans l'étape, s'il n'y a pas d'étape de validation, payez l'OFI, j'ai envie de dire, vous ne payez pas l'OFI. Et puis, si on vous pose des questions, vous direz que vous n'avez pas l'obligation de le faire. Non, mais c'est implicite, parce que dans le document que vous remplissez en ligne, si vous voulez remplir, la mention précise que vous reconnaissez. Ah ouais, en plus. Eh ben ça, c'est une erreur de formulation. C'est une erreur de formulation. C'est une erreur de paramétrage. En tout cas, c'est une formule qui est oui, mais c'est peut-être une erreur dans la page que vous avez ouverte tout à l'heure, hein. Tout en bas de la page. Oui, mais c'est peut-être une erreur de paramétrage. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça date du 6 avril. Ils vont peut-être modifier petit à petit. Hein, on verra. Hein. Mais effectivement, c'est embêtant. Parce que ça fait payer 2 fois, en fait. Il faut payer alors que la taxe n'est pas due. Et pour se faire rembourser, j'imagine que ça… Ah, bah alors là, pour l'OFI, à mon avis, pour se faire rembourser, il faut attendre. Puisqu'on reconnaît la devoir, donc ça va être difficile. Oui. Ouais. Il faut faire remonter, il faut essayer de faire remonter ça, parce qu'effectivement, ça me semble… Ouais, vous savez, malheureusement, je fais remonter des choses, mais c'est pas toujours écouté. Ensuite, tac, est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, ça, on en a parlé. Un salarié étranger avec un titre de longue résidence espagnole peut travailler en France. Alors, ça, c'est les exceptions qu'on a vues tout à l'heure. Après, je ne sais pas, il faudrait voir. Ensuite, télétravailleur étranger. Non, mais télétravailleur étranger, on s'en fout. Il est pas en France, donc on s'en fout. Là, c'est vraiment pour ceux qui viennent travailler en France. Hein. Si c'est un télétravailleur étranger, vous respectez le droit local, vous ne respectez pas le droit français, hein, il me semble, non? Ça me paraît logique. Bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Dites-moi. Donc nous, on a quelques petites difficultés, je pense comme beaucoup, pour par exemple recruter des développeurs ou autres, et on reçoit de nombreuses candidatures de l'étranger, sachant que l'entreprise se pose la question du télétravail des étrangers, mais également éventuellement de travailleurs à domicile depuis l'étranger, à voir s'il y a des formalités spécifiques, si on doit se caler sur autre chose. On est un petit peu perdu au niveau des démarches à ce niveau-là. En fait, la question, c'est
quel est le droit applicable? Là, c'est une autre question en fait. D'accord. Nous, dans notre situation, on est sur le salarié qui vient en France et qui vient travailler en France. Vous êtes sur le salarié qui travaille pour une boîte française, mais qui est à l'étranger. D'accord? Donc, la question qui va se poser, c'est quel est le droit applicable? Si dans le contrat de travail, le droit applicable, c'est un contrat de travail qui intrinsèquement est un contrat de travail qui est dit international, puisqu'effectivement, le salarié travaille pour une boîte française, mais n'est pas en France. Là, pour le coup, on va pouvoir appliquer le droit local. D'accord? Alors, c'est des considérations un peu compliquées. Si on applique le droit local, on n'a pas ce sujet-là effectivement, de recrutement du salarié, du travailleur étranger. Parce que là, on est sur un contrat de travail local. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur un salarié qui travaille en France. Parce que là, on n'est vraiment pas. C'est vrai que c'est une situation assez unique. Mais ça, je pourrais revenir vers vous là-dessus, Marion, parce que je me doutais bien que cette question serait posée. Donc, je vais creuser un peu et j'en parlerai à Théo pour qu'il fasse remonter au niveau de Game Only. D'accord? Ah ben volontiers, merci beaucoup. Ouais, parce que c'est une question que je ne l'ai pas abordée. Et en fait, en voyant votre question, je me suis dit effectivement, il faudrait qu'on l'aborde. Donc, je vérifierai moi de mon côté et puis je ferai un retour à Théo. OK? Super, merci beaucoup. Ah bah oui, comment enregistrer la DPE quand le salarié étranger n'a pas encore de numéro de sécurité sociale? Effectivement, c'est un peu compliqué. Quid de la suivante? Ça, on en a parlé. Pour moi, on ne peut pas suspendre le contrat de travail. J'y crois pas à la suspension du contrat. Sofiane, pardonnez-moi, mais juste pour la question de la DPAE, oui. C'est vraiment pas une blague, c'est encore une bizarrerie. Ouais, je sais que c'est pas une blague. Donc, c'est quoi la solution ou c'est quoi le contournement ou bah, j'ai jamais été confronté au cas. Là, vous me posez une colle. Franchement, j'ai jamais été. Il me semble, moi, que les salariés bénéficient d'un numéro provisoire. Ouais, normalement, il y a toujours il y a toujours pour moi un numéro provisoire. Oui. Mais bon. Il me semble que quand on remplit la DPAE, le numéro de sécu est pas obligatoire et justement, ça va générer une demande. Ouais, c'est ça. C'est que parce qu'on l'embauche, il va être inscrit. En fait, en gros, c'est parce qu'on l'embauche qu'il va être inscrit à la sécurité sociale française. Donc, effectivement, il va disposer d'un numéro de sécurité sociale postérieurement à son embauche. L'idée, c'est juste de faire bien la DPAE. Et en fait, c'est parce qu'on l'a fini on l'a fini à la sécurité sociale française parce qu'on l'embauche en France. Donc, je pense que ça peut se faire de cette manière-là. Et c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question préalablement. Mais normalement, le principe, c'est ça. CDD, bah oui, le CDD, il n'y a pas les cas visés. Il n'y a pas les cas visés. Donc, très franchement, c'est un vrai problème quand on embauche en CDD. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi plaider que c'est une rupture anticipée, mais dans un cadre, justement, voilà, dans un cadre qui suit son propre régime, voilà, la question, elle se pose aussi. Je l'ai jamais eu non plus, donc je ne me suis pas posé la question. Avoir la code de l'inspection du travail pour pouvoir attendre la. Moi, il me semblait que le dispositif du droit des étrangers, qui est de nature pénale et, comment dirais-je, qui s'impose aux employeurs, permettait de pouvoir rompre un CDD, même si ce n'est pas un motif. Ouais, il faudrait vérifier, parce que c'est ce que je vous dis, c'est que le problème. En fait, le vrai sujet, c'est que effectivement, les CDD, normalement, la rupture anticipée du CDD, elle est très, très encadrée. Donc, est-ce que ça pourrait justifier effectivement une rupture anticipée, même si ça s'impose à l'employeur? Je suis d'accord avec vous, hein, mais ça fait pas partie des cas. En fait, ça fait pas partie des cas. Ça fait pas partie des cas visés. Donc, voilà, c'est toujours problématique ces contrats de durée à déterminer. C'est qu'effectivement, ils sont très, très encadrés. Je vais essayer de regarder en 2 secondes si je trouve un truc, mais ça m'étonnerait que je trouve quelque chose. Mais effectivement, normalement, sur le principe, pourquoi pas, mais hop, cas autorisé, c'est limitatif. Hein. Ah non, c'est limitatif. Hein. Moi, je dirais que c'est problématique parce qu'effectivement, le code du travail est très clair, hein, c'est limitatif. Hein. Donc, bon. Mais en même temps, on est obligé parce qu'on n'a pas le droit de faire travailler un salarié sans autorisation de travail. Donc, effectivement, moi, je le ferai de toutes les manières parce que entre avoir un prud'homme avec le salarié et me trouver avec du travail illégal, je préfère un prud'homme.
Puis on peut faire un parallélisme des formes, parce que quand on peut licencier pour défaut de titre de Oui, je séjour suis une d'accord. femme enceinte ou Oui. une personne qui est en accident de travail, je pense On que peut y aller. on peut y aller, quoi. Ouais, je Ah suis oui, d'accord ça avec s'impose vous. à l'employeur puisque c'est Oui, bien sûr. le dispositif du CESDA, comment dirais-je, il suppose pas de dérogation. Il s'impose. C'est comme Ouais, non, mais il n'y a aucune le salarié dérogation, puis il est protégé, strict. on n'est pas obligé de respecter la procédure pour pouvoir le licencier, alors que d'habitude, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer. Je pense que là, Exactement. je rejoins Madame Oui, non, Pantalon, mais je pense qu'on peut y aller. c'est bien d'ailleurs. On peut y aller. Bon, On peut y aller. merci pour votre retour et on pouvait peut-être, je ne sais pas si c'est possible justement, c'est Amandine Milly, groupe Canal+, j'avais posé la question pour la rupture anticipée du CDD, voir si on pouvait pas mettre une clause peut-être dans les contrats, parce que nous, c'est vrai qu'on embauche Si. plutôt on embauche Si. pas mal d'abord sous CDD, mettre une sorte de clause, alors avec la valeur toute relative qu'elle aurait, mais peut-être en incitant justement le travailleur étranger aussi à nous livrer des titres à jour conformes, et sinon il est prévenu d'ores et déjà qu'il y a une rupture, même si on rentre pas dans les cas de rupture. Enfin, Alors, en fait, vous ne pouvez pas mettre en tant que telle une clause. Alors, parce que une clause du contrat, vous savez que les clauses du contrat de travail, elles ont toujours des limites. Donc, vous pouvez mettre une clause, effectivement, exigeant un certain nombre de choses, notamment, effectivement, en disant que c'est une condition essentielle, etc., sur la continuité du CDD. Moi, ça me va bien que vous insériez un truc comme ça. Par contre, de dire que c'est une cause de rupture du contrat, vous ne pouvez pas le dire en tant que tel. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez votre contrat et vous mettez une information en plus, donc un document que vous remettez au salarié étranger en lui disant « Je vous rappelle que voilà, la validité de votre titre de séjour et de votre autorisation de travail conditionne le maintien dans nos effectifs, et que si malheureusement vous deviez ne pas être renouvelé dans votre autorisation de travail, nous devrons en prendre nous devrons prendre les mesures qui s'imposent à nous, c'est-à-dire effectivement rompre le contrat éventuellement. Vous voyez, d'accord. Ah comme oui, ça vous le faites comme ça, vous contractualisez pas. Ok. Comme Oui, ça, vous oui. ne contractualisez pas. Dans le contrat, vous mettez juste voilà, conditions essentielles, etc. Ça me va bien. Et vous remettez un document d'information en plus à côté qui va venir expliquer un peu pourquoi est-ce que finalement c'est un peu c'est essentiel pour vous. Comme ça, si demain, le salarié vous fait un prud'homme en disant « Oui, mais ce n'est pas dans les cas limitatifs », vous dites « Attendez, les choses, elles étaient claires dès le départ. Effectivement, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, attendez, moi, le CESDA, ça s'impose à moi. J'ai en plus fait nécessaire, parce que dans le contrat, on a bien dit que c'était essentiel. On a remis un document d'information aux salariés. Ils ne découvrent pas. Hein, c'est pas quelque chose qu'ils découvrent. Vous voyez, comme ça, juridiquement, pour moi, ça me va bien, quoi. On arrive bien Oui, à… on fait la side letter à côté, et comme ça, lui est prévenu. En fait, c'est Ouais. plus voilà, pour qu'il soit prévenu à l'avance que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut pas transiger, on va dire. Donc, Exactement, c'est un truc où on sera de toute façon prudent et prudente parce que on n'a pas le choix en fait. Hein. Mais en plus ça se plaide bien et ça s'envisage très bien quand on est justement devant un conseil de prud'homme, même d'ailleurs devant une cour d'appel. C'est pas quelque chose dénué oui, là, c'est de sûr. sens. D'accord. Ouais, Hein, ça c'est permet de vraiment… démontrer notre bonne foi et nos diligences. Voilà, Ok. c'est surtout ça, c'est les diligences. Moi j'aime bien ce terme que vous avez retenu, c'est exactement ça. Ok, merci beaucoup. Et merci Voilà, pour la qualité de votre présentation. moi, je vous en prie, je suis désolé, je n'ai pas forcément les réponses à toutes les questions parce qu'en plus, le dispositif est un peu nouveau. Il y a des règles qui s'imposent à nous. J'espère que c'était clair et qu'on a pu quand même bien foisonner. C'était sympa, là, les échanges. Je vous remercie de votre participation et puis je vous souhaite bon courage dans cette période post-Covid où on va enfin pouvoir refaire des choses sympas et se projeter à l'avenir.